Vous pensez savoir à quoi ressemble un atome. Vous avez vu les images, un minuscule noyau au centre, comme une bille, et des électrons qui gravitent autour, tels des planètes autour du Soleil. Propre, simple, facile à dessiner. Cette image est partout, dans chaque manuel scolaire. Chaque musée scientifique expose un modèle suspendu au plafond, avec de petites boules sur des tiges tournant en cercle parfait. Mais voilà le problème. Cette image est fausse. Pas un peu fausse, pas presque juste. Elle est complètement, absolument, fondamentalement erronée, à un point tel que cela devrait vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez avoir appris à l'école. L'atome n'est pas un système solaire miniature. Les électrons ne sont pas de petites planètes. Et si vous tentez de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un atome en vous basant sur cette représentation, vous échouerez. Vous serez confus, vous poserez des questions sans réponse, car les questions elles-mêmes sont fondées sur un mensonge. Alors, laissez-moi vous révéler ce qui se trouve vraiment à l'intérieur d'un atome. Mais avant, bienvenue sur l'Étincelle Science, où nous nous apprêtons à ébranler vos certitudes sur la matière. Je vous préviens dès maintenant, ce que vous allez découvrir ne va probablement pas vous plaire. Ce qui s'y trouve est si étrange, si contraire au bon sens, que votre cerveau va lutter à chaque étape. Commençons par l'atome le plus simple, l'hydrogène. Un proton, un électron. C'est tout. C'est l'atome que tout le monde utilise pour expliquer les choses, car il est censé être simple. Vous imaginez le proton au centre, une petite boule d'environ 10 puissance moins 15 mètres de diamètre, et l'électron quelque part à 10 puissance moins 10 mètres de distance, en orbite autour de lui. Première question. Où se trouve exactement l'électron? Vous seriez tenté de dire, eh bien, il est là, sur le côté gauche de l'atome en ce moment, se déplaçant en cercle. Faux. L'électron n'est pas là. L'électron n'a pas de position définie. Non pas parce que nous ne pouvons pas le mesurer précisément, ni parce que nos instruments ne sont pas assez bons, mais parce que l'électron lui-même n'a pas de position définie tant que vous ne le mesurez pas. Ce n'est pas de la philosophie ni une interprétation, c'est ce que disent les mathématiques. C'est ce que les expériences confirment encore et encore. L'électron existe dans un état que nous appelons une superposition. Il n'est pas ici ou là, il est ici et là simultanément, dans plusieurs endroits à la fois. L'électron est étalé dans un nuage de probabilité autour du noyau. Maintenant, vous pensez peut-être, d'accord, c'est un nuage, donc l'électron est étalé comme du beurre sur une tartine, finement distribué sur une région de l'espace. Non, c'est encore faux. L'électron n'est pas étalé. L'électron est une particule ponctuelle lorsque vous le mesurez, mais avant de le mesurer, il n'a pas de position. Ce qui est étalé, c'est la probabilité de le trouver à différents endroits. Il existe une fonction, appelée fonction d'onde, qui vous indique où vous êtes susceptible de trouver l'électron si vous cherchez. À certains endroits, la fonction d'onde est importante, la probabilité est élevée. À d'autres, elle est faible, la probabilité est basse. Et à certains endroits, elle est nulle. Vous ne trouverez jamais l'électron là. Mais voici ce qui va réellement défier votre compréhension. Avant que vous ne regardiez, l'électron ne se cache pas dans l'un de ces endroits à forte probabilité. Il n'est pas secrètement là-bas sans que vous le sachiez. Il n'a tout simplement pas d'emplacement défini. La fonction d'onde, c'est l'électron. Il n'y a rien de plus. Abordons maintenant les orbites, car c'est ici que l'image du système solaire s'effondre véritablement. Vous imaginez l'électron tournant autour du noyau sur une belle trajectoire circulaire, encore et encore, comme sur une piste de course. Peut-être va-t-il vite, peut-être lentement, mais il se déplace assurément quelque part. Faux. Encore une fois, voici le premier problème. Si un électron était réellement en orbite de cette manière, il serait en accélération. Tout ce qui se déplace en cercle accélère, même si sa vitesse est constante, car sa direction change. Et les particules chargées en accélération rayonnent de l'énergie. Elles émettent de la lumière. C'est de l'électromagnétisme de base,
Nous pouvons le mesurer, cela se produit. Donc, si l'électron était vraiment en orbite, il perdrait constamment de l'énergie, la rayonnant sous forme de lumière. Et à mesure qu'il perdrait de l'énergie, l'orbite se réduirait. L'électron spiralerait vers l'intérieur, de plus en plus près du noyau, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il s'écrase sur le proton et que l'atome s'effondre. Combien de temps cela prendrait-il? Faites le calcul, environ 10 puissance moins 14 secondes. Chaque atome de l'univers devrait s'effondrer instantanément. Évidemment, cela n'arrive pas. Les atomes sont stables, ils ne s'effondrent pas. L'électron ne peut donc pas être en orbite. D'accord, direz-vous. Alors peut-être qu'il n'orbite pas en cercle. Peut-être est-il simplement immobile, maintenu en place par l'attraction électrique du noyau. C'est également faux, car si l'électron était immobile, nous connaîtrions sa position et sa quantité de mouvement avec une précision absolue. Position, juste là. Quantité de mouvement, 0. Or, la mécanique quantique affirme qu'il est impossible de connaître ces deux propriétés avec une exactitude parfaite en même temps. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Ce n'est pas une limitation de nos instruments de mesure, mais une propriété fondamentale de la nature. Si vous tentez de déterminer la position exacte de l'électron, sa quantité de mouvement devient incertaine. Si vous tentez de déterminer sa quantité de mouvement, sa position devient incertaine. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Donc, l'électron n'est ni en orbite ni immobile. Que fait-il alors? Il ne fait rien. Il est. Il existe en tant que fonction d'onde, une description mathématique des probabilités. Et cette fonction d'onde a des formes et des énergies spécifiques autorisées. Nous appelons ces formes des orbitales. Une orbitale n'est pas un chemin ni une trajectoire. C'est une région de l'espace où l'électron est susceptible d'être trouvé, décrite par la fonction d'onde. L'orbitale la plus simple, l'état fondamental de l'hydrogène, est de symétrie sphérique. Le nuage de probabilité est le plus dense au niveau du noyau et diminue progressivement à mesure que l'on s'en éloigne. Il n'y a pas d'orbite, pas de chemin, juste un nuage flou de pourrait être ici. Les orbitales de plus haute énergie ont des formes plus étranges. Certaines ressemblent à des haltères, d'autres à des beignets, d'autres encore ont plusieurs lobes. Ce ne sont pas des objets physiques, mais des distributions de probabilités, des cartes indiquant où vous pourriez trouver l'électron si vous le cherchiez. Et voici le plus étrange. L'électron ne passe pas progressivement d'une orbitale à une autre. Il ne glisse pas en douceur de l'état fondamental à un état excité. Il saute instantanément. C'est ce que nous appelons un saut quantique. Un instant, la fonction d'onde de l'électron a la forme de l'orbitale inférieure. L'instant d'après, elle a la forme de l'orbitale supérieure. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de transition douce. Il ne traverse pas l'espace séparant les deux orbitales. Il saute, tout simplement. Comment? Nous ne savons pas. Les mathématiques le décrivent, les expériences le confirment. Mais il n'y a aucun mécanisme, aucune explication sur la manière dont l'électron passe d'ici à là sans traverser l'espace intermédiaire. C'est ainsi. Parlons maintenant de ce qu'est réellement l'électron, car c'est là que les choses deviennent vraiment dérangeantes. Vous imaginez l'électron comme une petite bille, une minuscule sphère dotée d'une masse et d'une charge. Peut-être est-il très petit, mais c'est toujours une chose, un objet, une particule. Sauf que lorsque nous menons des expériences, nous découvrons que l'électron se comporte aussi comme une onde. Il peut interférer avec lui-même, diffracter autour d'obstacles, se propager et se recombiner, tout ce que font les ondes. Alors, qu'est-ce que c'est? Une particule ou une onde? Ni l'un ni l'autre. L'électron n'est pas une particule, ce n'est pas une onde, c'est un objet quantique, quelque chose qui n'a pas d'analogie classique. Quelque chose qui exhibe un comportement de particule dans certaines expériences et un comportement d'onde dans d'autres, mais qui n'est fondamentalement ni l'un ni l'autre. Lorsque vous ne l'observez pas, il est décrit par une fonction d'onde. Cette fonction d'onde évolue en douceur, se propageant, interférant avec elle-même, faisant tout ce que font les ondes. Mais lorsque vous mesurez l'électron,
lorsque vous le détectez réellement. Vous trouvez toujours une particule localisée, un point sur un écran, un clic dans un détecteur, jamais une onde étalée. L'acte de mesure fait s'effondrer la fonction d'onde. Le nuage de probabilité étalée devient instantanément un résultat défini, ici et non là. Un seul endroit, localisé. Et personne ne sait comment cela se produit. Personne ne sait ce qui constitue une mesure. Personne ne sait où va la fonction d'onde lorsqu'elle s'effondre. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure, et il tourmente les physiciens depuis près d'un siècle. Il existe des interprétations, les mondes multiples, les ondes pilotes, l'effondrement objectif. Mais ce ne sont que des interprétations. Les mathématiques fonctionnent, les prédictions correspondent aux expériences, mais nous n'avons pas une image claire de ce qui se passe réellement. Aggravons les choses, ajoutons plus d'électrons. L'hélium en a 2, le lithium 3, le carbone 6, le fer 26. Ces électrons sont tous en orbite. Non, attendez, pas en orbite. Ils existent tous simultanément, comme des fonctions d'onde autour du noyau. Mais voici le point crucial. Les électrons sont identiques, absolument, parfaitement, fondamentalement identiques. Il n'y a aucun moyen de les distinguer. Non pas parce qu'ils se ressemblent, ni parce qu'ils sont très similaires, mais parce qu'ils sont la même chose. L'électron numéro 1 et l'électron numéro 2 ne sont pas deux entités différentes qui se trouvent avoir les mêmes propriétés. C'est la même chose qui apparaît à deux endroits. Cela a des conséquences. Si vous échangez deux électrons, la fonction d'onde de l'ensemble du système change de signe. Elle acquiert un facteur négatif. Ce n'est pas un détail, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Et c'est la raison pour laquelle la matière est solide, la raison pour laquelle vous ne traversez pas le sol, la raison pour laquelle les atomes ont une structure, la chimie fonctionne et la vie est possible. Aucun deux électrons ne peuvent occuper le même état quantique. Si un électron se trouve dans une orbitale particulière, avec un spin particulier, aucun autre électron ne peut se trouver exactement dans le même état. Ils doivent s'empiler, remplissant différentes orbitales et construisant la structure que nous appelons le tableau périodique. Sans cette règle, tous les électrons s'effondreraient dans l'état d'énergie le plus bas. Chaque atome serait chimiquement identique. Il n'y aurait ni complexité, ni molécules, ni chimie, ni vous. Mais pourquoi? Pourquoi l'échange de particules identiques change-t-il le signe de la fonction d'onde? Nous ne savons pas. C'est simplement la règle que nous avons découverte. Les mathématiques fonctionnent, les expériences concordent, mais il n'y a pas d'explication plus profonde. Maintenant, parlons du noyau, car vous pensez probablement que cette partie est simple. Un tas de protons et de neutrons serrés les uns contre les autres, comme de petites billes collées ensemble. Encore faux. Les protons et les neutrons ne sont pas fondamentaux. Ils sont constitués de quarks, 3 quarks chacun, des quarks up et des quarks down, maintenus ensemble par la force nucléaire forte, médiatisés par des particules appelées gluons. Mais les quarks ne restent pas immobiles à l'intérieur du proton. Ce sont des champs quantiques, fluctuants, interagissant constamment et échangeant des gluons. Le proton ne contient pas 3 quarks comme un sac contient des billes. Le proton est un état lié du champ de quarks, un modèle d'oscillation stable. Et voici le plus étrange. La majeure partie de la masse du proton ne provient pas des quarks eux-mêmes. Les quarks sont presque sans masse. La majeure partie de la masse provient de l'énergie du champ de gluons qui maintient les quarks ensemble. L'énergie équivaut à la masse. Donc, lorsque vous demandez ce qui se trouve à l'intérieur d'un proton, la réponse est de l'énergie. De l'énergie de champ lié, pas de la matière au sens habituel, pas des particules. De l'énergie organisée selon un modèle stable. Et les protons et les neutrons dans le noyau. Ils sont maintenus ensemble par la force forte résiduelle. Ils ne se touchent pas, ils ne sont pas collés ensemble. Ils sont piégés dans un puits de potentiel, créé par l'échange de particules appelées pions. Mais les pions sont aussi faits de quarks. Ce ne sont que des champs quantiques, à tous les niveaux. Alors, prenons du recul et posons la question à nouveau. Qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur d'un atome? Pas des particules, pas de petites billes, pas des orbites,
pas de la matière au sens courant. Ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome, ce sont des champs quantiques. Le champ électronique, le champ de quark, le champ de gluon, le champ électromagnétique. Ces champs remplissent tout l'espace. Ils sont partout, tout le temps. Quand nous disons qu'il y a un électron dans un atome, nous voulons dire que le champ électronique présente une excitation localisée près du noyau. L'atome n'est pas une chose, c'est un motif, une configuration stable d'excitation de champ, maintenue par des forces qui sont elles-mêmes portées par d'autres excitations de champ. Il n'y a pas d'objet solide à la base, il n'y a pas de matière, il n'y a que des champs. Et les champs ne sont que des objets mathématiques qui attribuent des nombres à chaque point de l'espace-temps. Des nombres qui évoluent selon des équations différentielles. Des nombres qui produisent parfois des excitations localisées que nous appelons particules. Vous n'aimez pas ça, je le vois bien. Vous voulez qu'il y ait quelque chose de réel à la base, quelque chose de solide, quelque chose que vous puissiez montrer du doigt en disant « c'est de ça que c'est fait ». Mais il n'y en a pas. Il n'y a que des mathématiques, des équations, des symétries, des lois de conservation. Et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, ces mathématiques produisent l'apparence d'objets solides, des tables, des chaises, votre corps. Tout cela est constitué de motifs et de champs quantiques, maintenus ensemble par des forces stabilisées par des principes d'exclusion, clignotant dans et hors de l'existence des milliards de fois par seconde. Voici une autre idée qui va vous déranger. L'atome est principalement constitué de vide. Vous l'avez probablement déjà entendu, mais c'est également faux, car vide ne signifie pas rien. Les champs quantiques sont toujours là. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment. Le vide grouille d'activité. Et la fonction d'onde de l'électron remplit tout le volume atomique. L'électron est là, dans le sens où son amplitude de probabilité est non nulle dans tout l'atome. Lorsque vous poussez sur une table, vous ne sentez pas des particules entrer en collision. Vous ressentez la répulsion électromagnétique entre des nuages d'électrons, des configurations de champs qui résistent au chevauchement, le principe d'exclusion de Pauli qui empêche les électrons d'occuper le même état. Cela semble solide parce que les forces sont puissantes, mais il n'y a pas de contact réel, pas de toucher, juste des champs qui repoussent d'autres champs. Parlons de la taille, car c'est là que votre intuition échoue complètement. Le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. Si vous mettiez le noyau à l'échelle d'une bille, l'atome aurait la taille d'un stade de football. Mais voici le hic. L'électron lui-même, pour autant que nous puissions en juger, n'a pas de taille. C'est une particule ponctuelle. Chaque expérience a donné un résultat compatible avec 0. Alors, comment une particule ponctuelle sans taille occupe-t-elle un volume d'environ 10 puissance moins 10 mètres de diamètre? Est-ce logique? Non, bien sûr que non. Mais c'est ce que nous disent les expériences. La nature ne se soucie pas de ce qui vous semble logique. Maintenant, rendons les choses encore plus complexes. Parlons du spin. Les électrons possèdent une propriété appelée spin. Cela agit comme un moment angulaire, comme si l'électron tournait sur lui-même. Mais l'électron ne tourne pas. Il ne peut pas tourner, car c'est une particule ponctuelle. Un point n'a pas d'étendue, il ne peut donc pas pivoter. Il n'y a rien à faire tourner. Et pourtant, l'électron a un moment angulaire intrinsèque qui ne provient pas d'un mouvement. C'est simplement une propriété que l'électron possède, comme sa charge ou sa masse. Nous l'appelons spin parce qu'il a les propriétés mathématiques du moment angulaire, mais ce n'est pas une rotation réelle. Ce spin est quantifié, spin 1/2. Vous pouvez le mesurer selon n'importe quel axe, et vous obtiendrez toujours l'une des deux réponses, haut ou bas. Jamais rien entre les deux. Mais avant de le mesurer, le spin n'a pas de direction définie. Il est en superposition. Et au moment où vous le mesurez selon un axe, il devient incertain selon les axes perpendiculaires. Pourquoi, nous ne savons pas. C'est simplement ainsi que fonctionne le spin. Rien dans votre expérience quotidienne ne se comporte de cette manière.
Les niveaux d'énergie dans un atome sont également quantifiés. L'électron ne peut avoir que certaines énergies spécifiques, pas n'importe quelle énergie, mais des valeurs discrètes précises. Pourquoi? Parce que la fonction d'onde doit s'adapter autour du noyau. C'est comme une corde vibrante. Une corde ne peut vibrer qu'à certaines fréquences, la fondamentale et les harmoniques. Il en va de même pour la fonction d'onde de l'électron. Seules certaines longueurs d'onde sont autorisées. Et puisque l'énergie est liée à la longueur d'onde, seules certaines énergies sont permises. Lorsque l'électron passe d'un état à un autre, il émet ou absorbe un photon dont l'énergie correspond exactement à la différence entre les deux niveaux. C'est pourquoi les atomes émettent de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. Pourquoi l'hydrogène a sa raie rouge caractéristique, sa raie bleue? Chaque raie correspond à un saut spécifique entre les niveaux d'énergie. Nous pouvons mesurer ces longueurs d'onde avec une précision extraordinaire. Nous pouvons les prédire en utilisant la mécanique quantique avec une précision extraordinaire. Elles correspondent à 10, 12, voire 14 décimales. La théorie fonctionne. Mais pourquoi les niveaux d'énergie sont-ils quantifiés? Les mathématiques nous le disent. Les expériences le confirment. Mais il n'y a pas de raison plus profonde. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque vous tentez de regarder à l'intérieur de l'atome. Vous ne pouvez pas utiliser de lumière visible, car sa longueur d'onde est plus grande que l'atome lui-même. Vous avez besoin de quelque chose avec une longueur d'onde plus courte, donc une énergie plus élevée. Mais voici le problème. Au moment où vous utilisez des sondes à haute énergie pour observer l'électron, vous le perturbez. Vous le faites sortir de son état. Vous modifiez ce que vous essayez de mesurer. Ce n'est pas une limitation technique, c'est fondamental. Pour voir quelque chose de petit, il faut une lumière de courte longueur d'onde. Courte longueur d'onde signifie haute énergie. Haute énergie signifie perturbation importante. Vous ne pouvez pas l'éviter. L'acte de mesure modifie le système. Il n'existe pas d'observation passive au niveau quantique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire où se trouve l'électron avant de le mesurer. Non pas parce qu'il se cache, mais parce que la propriété d'être à un endroit défini n'existe pas tant que nous n'effectuons pas une mesure qui crée cette propriété. Avant la mesure, l'électron est décrit par une fonction d'onde, une superposition de possibilités. Après la mesure, l'électron est dans un état défini, l'une de ses possibilités. La mesure ne révèle pas une réalité préexistante. Elle crée une réalité définie à partir d'une réalité floue. Alors, qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur d'un atome? Pas de petites billes, pas d'orbite, pas de matière, pas même des particules telles que vous les concevez. Ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome, c'est une structure mathématique, une fonction d'onde, une solution à l'équation de Schrödinger, un motif d'amplitude de probabilité qui vous dit ce que vous trouverez si vous regardez, mais qui ne décrit pas une réalité définie lorsque vous ne regardez pas. L'atome est un système quantique, et les systèmes quantiques ne se comportent pas comme quoi que ce soit dans votre expérience quotidienne. Ils existent en superposition. Leurs propriétés sont fondamentalement incertaines. Ils défient toute visualisation. Vous ne pouvez pas vous représenter ce qu'il y a à l'intérieur d'un atome, parce qu'il n'y a rien à se représenter. La fonction d'onde n'est pas une onde physique dans l'espace. C'est une fonction dans un espace mathématique abstrait appelé espace de Hilbert. C'est une liste de nombres complexes qui encodent des probabilités. C'est de l'information, pas de la substance. Et pourtant, de cette structure mathématique abstraite émerge le monde physique tout entier, la chimie, la biologie, la conscience. Tout cela est bâti à partir de motifs dans les champs quantiques, régis par des équations qui suivent des règles dénuées de sens intuitif, mais qui fonctionnent avec une précision étonnante. C'est ce qui se trouve réellement à l'intérieur d'un atome. Pas des particules, pas de la matière, mais des mathématiques. Des mathématiques pures, abstraites, belles et incompréhensibles. Et si cela ne vous satisfait pas, si vous voulez toujours qu'il y ait quelque chose de plus, quelque chose de solide et de réel à la base de tout cela, eh bien, je suis désolé.
Mais l'univers ne se soucie pas de ce que vous voulez. Il est ce qu'il est. Et ce qu'il est bien plus étrange que tout ce que vous avez pu imaginer.